Donc, on accueille Cindy Hopfner, chef de projet éditorial pour la construction des sites, conception des modules éditoriaux et de l'interface usager des sites, en charge de la coordination éditoriale pour les bibliothèques de Nancy de l'Immédiat Kiosque, et Marie Bardot-Carpentier, responsable de la numérisation et de la valorisation des collections patrimoniales des bibliothèques médiathèques de Metz. Elle travaille dans le groupe projet L'Immédiat depuis 2017 sur la conception et l'évolution des sites, en charge notamment des versements des collections Messine, et elle assure la coordination éditoriale des contenus produits par l'équipe de Metz. Et donc, elles vont donc nous parler de l'Immédiat Kiosque, un exemple coopératif d'éditorialisation de la presse ancienne. Bien, bonjour à tous et toutes. On est ravis, Cindy et moi, de venir vous parler de ce beau projet qui est l'Immédiat. Alors, en guise d'introduction, je vais recontextualiser un peu ce projet parce que je ne sais pas si tout le monde connaît l'Immédiat. Donc, en fait, c'est la bibliothèque numérique de référence qui est portée par le pôle métropolitain européen du Sillon-Lorrain et des 4 bibliothèques du territoire, en particulier Nancy, Metz, Thionville et Épinal. Donc, l'Immédiat bénéficie d'un fort soutien de l'État, de la région Grand Est et bien sûr de l'Europe. C'est une dynamique qui a permis de placer le numérique au cœur de nos projets d'établissement. Et on en parlait ce midi avec Cindy, ça a été vraiment fédérateur, en tout cas pour les équipes des bibliothèques. Ça nous a permis vraiment de mettre l'accent sur l'accès à des contenus culturels et en ligne et de construire des identités, des biens communs avec la numérisation et la diffusion du patrimoine sur le web. Alors en fait, derrière l'Immédiat, il y a 3 sites. Tout d'abord, on a lancé l'Immédiat Mosaïque en 2018. Ça concerne plutôt la lecture publique. En fait, on y retrouve des e-books, des films, de la musique, de l'auto-formation et de la presse, mais sous droit. Ensuite, on a lancé en 2019 l'Immédiat Galerie. Donc ça concerne le patrimoine, mais hors presse ancienne. Et en mars 2019, l'Immédiat Kiosque, sur lequel on va se concentrer cet après-midi. Alors, l'Immédiat a été développé par la société Atoll CD, qui est une entreprise de services numériques spécialisée dans le développement d'applications métiers web et mobiles et intégrateur open source, parce que ça, on y comptait. C'était vraiment important pour nous que derrière, ce soit open source. L'Immédiat a reçu le prix de l'innovation numérique en bibliothèque de l'ENSIB en 2019. Je vais vous parler un petit peu de notre organisation, puisque maintenant on n'est plus seulement 4. On s'est vraiment développé avec d'autres bibliothèques du territoire. Donc en 2021 est entré en fonctionnement le GIP, le groupe d'intérêt public, qui a pour fonction de faire vivre le réseau entre les bibliothèques fondatrices et ces collectivités territoriales qui nous ont rejoints. Donc je pense à Saint-Dié, à Lunéville, au bassin de Pompée par exemple. Donc, vous avez accès à notre organigramme. Hop, voilà. Une partie de l'équipe, ça c'était en 2019. Je ne sais plus si on avait les chiffres. Alors maintenant, donc kiosque, ça fait suite à l'ancien kiosque lorrain qui avait été ouvert en 2014 par les équipes de Nancy. Aujourd'hui, donc, cette version offre l'accès aux journaux anciens numérisés depuis 1769 jusqu'à 1953, donc pour des questions bien sûr de droit. On y retrouve 88 titres de presse, majoritairement de la presse d'information, mais aussi toutes les typologies possibles, de la presse artistique et littéraire, de la presse de propagande, de la presse d'opinion, de la presse satirique et également de la presse jeunesse. Il y a plus de 190 000 fascicules qui ont été versés. Avant de rentrer plus en détail sur l'aspect valorisation, moi je vais vous parler un petit peu de la technique, parce que c'est de là aussi dont découle après l'aspect de médiation. Donc en fait, on n'a pas du tout de cahier des charges commun.
pour la numérisation des corpus de presse. En fait, chaque établissement gère à son niveau les projets de numérisation et gère ses marchés avec le prestataire qu'il a retenu. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de travailler véritablement en concertation sur les titres qui vont être numérisés, que ce soit à l'échelle du territoire, à l'échelle du Grand Est. Je pense par exemple à la BNU avec laquelle j'ai travaillé pour la presse mosellane, mais aussi nationale avec bien entendu la BNF. On s'échange entre nous régulièrement nos cahiers des charges et on est en échange quotidien sur nos prestations pour s'aider vraiment mutuellement. Et je crois que vraiment c'est ce qui fait notre force parce qu'on se porte tous ensemble. On a essayé de constituer dès l'ouverture du site un corpus large qui soit représentatif de nos collections régionales et aussi pour offrir au public une grande ouverture temporelle. Alors une fois ces journaux numérisés, en fait, on gère chacun à notre niveau les versements suivant un planning qu'on s'est fixé. Et après avoir constitué ce joli petit tableau, ça c'est l'envers du décor. Il y a beaucoup plus d'autres colonnes derrière. Donc ça se base sur les tableaux de récollement qu'on effectue. Et là c'est la version de métadonnées en Dublin Core et c'est ce qui va nous servir ensuite à construire les notices qu'on verra et la page d'accueil et aussi c'est ce qui nous sert de paramétrer le moteur de recherche. Bonjour à tous. Je prends le relais de Marie pour parler effectivement plutôt de l'aspect accessible au public, puisque ça me semble important de préciser que tout le projet qui a été mené autour de la numérisation de la presse a toujours eu à l'esprit la façon dont ça allait être exploité par le public. Et comme on disait à la table ronde ce matin, c'est vrai qu'il n'y a pas de sens à numériser la presse si on n'a pas déjà réfléchi à la façon dont on allait diffuser tous ces contenus numérisés. Donc, toute cette technique et ces documents numérisés sont accessibles dans Kiosque par le moteur de recherche. Par exemple, on va faire sans filet, on est en ligne directement. Et ça fonctionne. Donc, les usagers se connectent sur le site et accèdent directement au contenu qui comporte les mots qu'ils ont cités donc, grâce à l'OCR. Kiosque vous propose 2 colonnes. Une colonne qui va recenser les modules éditoriaux qui ont été créés pour le public et une colonne où vous retrouvez les journaux numérisés. Et grâce au travail qui a été fait en amont, notamment autour du Dublin Core, on va pouvoir utiliser les filtres à gauche pour restreindre la recherche, utiliser par exemple la typologie des documents, les titres des journaux qui apparaissent dans le résultat de recherche. On va pouvoir également restreindre par date et on va pouvoir également faire une recherche en plein texte dans la liste de résultats. Donc, c'est vrai que le travail de préparation en amont est capital pour justement accéder à ce niveau de granularité dans les résultats et on descend ainsi de suite jusqu'au jour. Ensuite, il vous suffit donc de cliquer sur le document. Vous accédez ici à gauche dans le volet de visualisation à la liste des résultats. On a le journal dans son intégralité que vous pouvez à ce moment-là télécharger, partager, imprimer, etc. totalement librement, puisque, comme disait Marie, ce sont des documents issus du domaine public. La première version brute de Kiosque s'est présentée comme ça, et puis ensuite on a affiné le moteur de recherche en donnant notamment la possibilité de faire une recherche avec les termes exacts, ce qui a été assez révolutionnaire pour nos chercheurs, puisque ça a vraiment permis d'affiner les résultats et d'arriver comme ça à un résultat toujours plus fin.
Donc voilà pour ce qui est du moteur de recherche. On a également la possibilité, dans le moteur de recherche avancé, de sélectionner les titres sur lesquels on veut pouvoir faire la recherche. Et c'est là que l'aspect de coopération régionale des sites prend tout son sens, puisque nous avons réussi, en constituant une collection virtuelle, on a réussi à réunir une collection de journaux qui était très représentative de l'histoire de notre région, puisque en Lorraine particulièrement, on a une histoire régionale très forte de frontières mouvantes et d'annexions, qui font que les collections ont été très éparpillées, et ça prend tout son sens d'avoir pu les réunir de façon virtuelle dans un entrepôt commun. Une des grandes forces de ce projet, ça a été aussi d'avoir la chance d'avoir un site dédié à la presse, qui nous a permis aussi de déployer des outils spécifiques pour la recherche de la presse. Et comme on va le voir maintenant, notamment par rapport à l'éditorial, puisque dès le début, les sites L'Immédiat ont pour vocation, et je parle surtout cette fois pour les sites patrimoniaux, ont surtout pour vocation donc, de s'adresser au grand public. C'est le cas pour L'Immédiat Galerie, qui a une interface très éditorialisée, où on donne une grande place à l'image, parce qu'on a vraiment une volonté assumée de laisser les gens naviguer librement au gré de leurs envies. On sait que les chercheurs trouvent le moteur de recherche, même s'il est moins évident. Les chercheurs ont tout de suite vu la petite loupe qui permet d'accéder à la page de moteur de recherche avancé. Donc, on a vraiment créé le site dans une superposition de couches pour entrer en profondeur dans les collections numérisées. C'était important de partir de Galerie parce que Galerie a été mis en ligne avant Kiosque, et que pour des raisons de développement technique, de timing de projet et des raisons financières, on a dupliqué les modules éditoriaux de Galerie dans Kiosque, puisque on pensait assez naïvement au début que de toute façon, on avait toujours cette vocation de communication auprès du grand public. Et on a commencé à éditorialiser les collections de la presse en partant du principe qu'on pouvait traiter n'importe quel sujet du moment qu'on lui donnait un axe autour de la presse. Donc ça pouvait être n'importe quelle thématique, par exemple, vue à travers la presse locale. Et de la même manière qu'on éditorialisait les fonds dans Galerie, on a fait la même chose dans Kiosque. Et arrivé au premier bilan et aux premières statistiques, on s'est rendu compte que quelque chose ne fonctionnait pas, du moins pas comme on l'aurait espéré. Et c'est en 2020 où, en épluchant les statistiques, on s'est rendu compte qu'il y avait un écart assez significatif dans les chiffres. Et merci Marie. Elles sont dans le... Voilà. Donc là, là, ce sont les toutes dernières statistiques de consultation de l'Immédiat. Alors, on n'a pris qu'un petit échantillon, évidemment, avec toutes les statistiques qui étaient disponibles. Mais ce qui est apparu tout de suite évident, c'est que les usagers passaient beaucoup plus de temps sur Kiosque que sur Galerie. Et les usagers consultaient beaucoup plus de documents différents sur Galerie que sur Kiosque. Un module éditorial pouvait être vu plusieurs fois sur Galerie. Ce qui a été évident aussi, c'est que dans la façon dont on a construit les modules éditoriaux sur Galerie, on a volontairement fait une multitude de modules différents pour que les gens aillent butiner un peu ce qui leur plaisait. Par exemple, les expositions virtuelles sont construites de telle sorte que les chapitres n'ont pas forcément de lien chronologique ou narratif entre eux, mais peuvent être lus indépendamment les uns des autres.
Parce qu'évidemment, quand on consulte les statistiques de suivi d'une exposition, les gens cliquent sur la page 1, la page 2, la page 3, on a déjà perdu la moitié des gens, la page 4, il ne reste plus qu'un tiers, etc. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un principe de butinage et de promenade dans galerie qui ne s'applique pas du tout dans kiosque, où là, les gens passent quand même beaucoup de temps. Et en fait, on se rend compte aussi, en regardant par quelle requête ils arrivent sur notre site, ce sont uniquement des recherches. Donc, on s'est dit qu'on divisait nos forces et que ce n'était pas forcément la bonne stratégie à appliquer. Et donc, on a réécrit la ligne éditoriale de l'Immédiat Kiosque. Et on s'est rendu compte que la valorisation de l'outil, du matériau presse ancienne, passait moins par sa diffusion que par sa compréhension. Donc on a décidé d'axer toute notre production éditoriale autour de contenus qui avaient une visée plus pédagogique et plus en lien avec l'EMI, par exemple. Donc ça peut être des dossiers qu'on rédige qui vont être par exemple autour de l'histoire de la presse en tant que support, en tant que sujet, comme par exemple l'histoire de la presse quotidienne d'information générale, où là on essaie de dresser un historique de la façon dont l'information a circulé dans notre région et sur notre territoire, les almanachs, etc., etc. Où là, on va vraiment avoir une dimension documentaire sur l'utilisation de la presse. On a également fait le choix de proposer la liste des titres numérisés en racontant l'histoire du journal, donc on présente tous nos documents comme ça. Et puis, voilà, par exemple, l'Écho de Nancy, qui est le pendant de l'Est républicain pendant la guerre et l'occupation allemande, où en fait, on invite les gens à consulter ce titre en comprenant son histoire. Le deuxième axe de publication, c'était plutôt tout ce qui était matériaux d'accompagnement à l'EMI, donc avec une visée un peu plus pédagogique. C'est par exemple ce dossier documentaire que nous avons réalisé autour du dessin satirique et de la caricature dans la presse, suite aux événements qu'il a fallu apprendre à expliquer, et notamment aux classes qu'on recevait. Dans ce dossier documentaire sur la presse satirique, on explique un peu quels étaient les titres phares, comme par exemple l'Écho de Maréville ou encore le Cri de Nancy. On évoque aussi la caricature religieuse, donc on voit aussi que dans le sujet, c'est aussi un sujet qui est peut-être plus compliqué à exploiter pour des bibliothécaires qui ne sont pas forcément armés pour ce genre de sujet. Ou encore des albums d'images où on essaie d'expliquer un peu aux gens comment on caricaturait les personnages publics à l'époque. Et puis, le dernier axe éditorial qu'on a choisi pour l'Immédiat Kiosque, c'est essayer de faire un écho à l'actualité. Donc, le dernier en date, c'est le dossier sur la libération de Nancy, où on a travaillé, puisqu'on a fêté les 80 ans, et on a travaillé à la façon dont la libération de Nancy a été traitée, ou n'a pas été traitée, dans les journaux de l'époque. Et ça, c'était aussi très intéressant parce qu'on découvre avec notre public pendant nos médiations qu'en fait, par exemple, les résistants n'ont pas forcément toujours été valorisés. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes à sortir de nos journaux pour en faire un sujet de discussion et de débat.
Donc ce recalibrage de la ligne éditoriale a nécessité déjà de vider le site, entre guillemets, de toutes ces capsules éditoriales et puis de retravailler la façon dont on les rédigeait. On avait par exemple à l'origine utilisé les publicités anciennes, les faits divers dans les journaux parce que c'est des matériaux qui se prêtent beaucoup à la médiation, à l'utilisation sur les réseaux sociaux. Donc on avait créé par exemple des albums de publicité un peu fun pour que les gens s'amusent avec les images dans la presse de l'époque. Et on s'est rendu compte que sur un même album d'images, on ne trouvait pas forcément d'écho sur kiosque, alors que sur galerie, l'album va être beaucoup plus consulté, partagé, etc., etc. Donc on a changé le site de destination. Et dans notre côté back-office, dans notre catalogage, on a lié chacun des détails issus de la presse en le versant comme une pièce unique, en le cataloguant comme tel, et en faisant le lien pour, si toutefois quelqu'un veut en savoir plus, en faisant le lien vers le site d'où émane le document et en renvoyant vers le document brut dans l'immédiat kiosque. Voilà, donc après, il y aurait beaucoup à dire et peu de temps pour le faire, mais ce qui était vraiment intéressant par rapport à cette expérience qu'on a pu acquérir, c'est vraiment de s'être rendu compte qu'on avait vraiment fait fausse route sur l'utilisation attendue et que peut-être aussi, en tant que bibliothécaire, on avait un peu fantasmé un intérêt du grand public vers ce matériau qui est quand même très aride et on a quand même décidé de faire marche arrière, recalibrer un peu et ça s'est révélé payant puisqu'on voit bien qu'au niveau des statistiques, on arrive quand même à des choses assez satisfaisantes aujourd'hui. Voilà, je pense que j'oublie rien côté édito. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez nous en dire plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très intéressant. On va prendre peut-être tout de suite les questions. Moi, j'en ai une, peut-être deux. Non, une remarque. La hausse des statistiques en 2020-2021, c'est le Covid, on est d'accord ? Alors, il y a effectivement, oui, on a quand même profité du Covid, effectivement, pour tout ce qui est bibliothèque en ligne. Je pense qu'on a tous vu l'immédiat Mosaïque aussi, surtout. On a beaucoup vu ouais, effectivement. Les gens se sont connectés massivement pendant le Covid. Et j'ai une autre question plus importante. On est bien d'accord que ces titres, c'est ce que, si j'ai bien compris, c'est ce qu'Arnaud nous disait ce matin, ils sont aussi sur Gallica. C'est pas ça ma question. Je continue et puis vous allez répondre. En fait, vous diriez, visiblement, c'est pas la même offre exactement, même s'il y a les mêmes titres. Est-ce que vous diriez que l'éditorialisation que vous proposez, c'est ce qui fait la complémentarité ? Enfin, est-ce que c'est ce qui fait que les usages sont différents et qu'on n'est pas devant du doublonnage ? Enfin, voilà, j'ai une question à la fois sur les corpus. Je dirais même que c'est effectivement même indispensable depuis qu'on a versé nos journaux dans Gallica. Du rapport entre les deux interfaces, enfin, kiosque et galerie, et pas du tout de ce que vous pouvez causer aussi, parce qu'il ne faut pas être non plus naïf. Je crois qu'il faut aborder la question franchement. Qu'est-ce que peut causer le fait que les corpus soient sur les deux sites en même temps ? Ça. Alors en fait, ça a été une vraie interrogation au sein de l'équipe, parce qu'en fait, c'est très récent en fait le fait qu'on ait versé les journaux sur Gallica. D'ailleurs, tout n'est pas encore sur Gallica.
Et du coup, ça a été une vraie interrogation et une vraie peur aussi au sein de... Mais pourquoi les gens vont aller sur Kiosque finalement, puisqu'ils vont aller sur Gallica, et que les gens majoritairement connaissent plutôt Gallica que Kiosque. Donc ça a été vraiment une question. Donc pour nous, c'est vraiment l'éditorial qui du coup est l'enjeu qu'il y a derrière ce site en fait, et la médiation qu'on fait autour de ces journaux. Et c'est aussi voilà, tout le travail qu'on a à faire avec nos publics. Voilà. C'est vrai que ce qui fait sens dans notre cas, c'est la création de ce corpus régional. Vous avez de la presse, j'ai vu, en langue allemande aussi, non, sur ce site? Oui, beaucoup, puisque ça vient de l'annexion de l'Alsace-Moselle. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que quand on commence à avoir autant de documents, de journaux lorrains rassemblés au même endroit, c'est vrai que là que le corpus prend tout son intérêt. Mais effectivement, il faut rivaliser avec la souplesse technique de Gallica, avec son référencement qui est quand même bien supérieur à tous les autres. Et comment exister à côté, c'est effectivement par l'éditorial qu'on va tirer notre épingle du jeu. C'était très clair. Mais aujourd'hui, on arrive aussi à un moment dans le projet où on arrive un petit peu au bout des derniers financements, et on n'arrive plus non plus à faire progresser le site. On est actuellement en train de réfléchir à une possible migration de nos sites vers une solution libre. Et ça, peut-être que tu veux nous en dire, vers la solution OMKS. Oui, voilà. En fait, on étudie en ce moment la possibilité de migrer en fait l'immédiat galerie et l'immédiat kiosque sur OMKS, pour en fait essayer de se détacher des développements avec le prestataire et pouvoir aussi être plus libre justement dans ce qu'on peut offrir aux usagers et aux modules éditoriaux qu'on pourrait envisager. Voilà. Pour ça, il va falloir qu'on soit accompagné de nos services informatiques. Parce que... Pardon. Donc je me présente, comme ça vous comprendrez ma question. Bénédicte Ponceau, je suis professeure dans un lycée du Doubs, de Besançon. Je voulais savoir, et puis ça peut-être aussi ça répond un peu à la question avec Gallica, parce qu'en tant qu'enseignant, utiliser Gallica avec ses classes, c'est un petit peu compliqué. Donc je voulais savoir quelle ouverture vous aviez, si les enseignants de votre région s'étaient saisis de votre outil, qui, comme ça, quand il est présenté, est formidable pour un enseignant. Alors, côté Nancy, on a développé des partenariats avec les enseignants. Ça fonctionne bien quand on leur donne un dossier un peu clé en main, avec, par exemple, des thématiques qui sont au programme et des exemples concrets dans la liste de résultats, etc. On a toujours, en tant que bibliothèque, du mal à trouver des moments avec les enseignants où on arrive à travailler ensemble. On ne travaille pas sur les mêmes... les enseignants ne sont jamais disponibles au même rythme que nous. Et des fois, c'est compliqué. Donc, ce qu'on fait maintenant, beaucoup, c'est qu'on fait parfois, quand on fait un gros dossier de presse, comme par exemple là, sur la libération de Nancy, on fait un print et on envoie aux écoles, et en invitant les gens à utiliser la ressource en ligne et à utiliser nos services. Et là, ça fonctionne bien. Le deuxième ancrage avec les enseignants, c'est autour de l'EMI, puisque on fait, là, parfois on se déplace dans les collèges, on reçoit des classes, et on travaille autour de jeux, par exemple, reconstituer une d'un journal d'époque. Et avec la casquette accueil EMI, là, on arrive à créer des partenariats réguliers, effectivement. Bonjour, Étienne Renaud des Archives municipales de Dijon. C'est une question très brève. Pourquoi avoir fait le choix
qu'est-ce qui a motivé le choix de faire 3 sites distincts et pas un seul portail patrimonial au risque de perdre les usagers dans leur recherche? Eh ben, c'est toute l'interrogation qu'on a en ce moment, et peut-être que sur OMKS, on n'aura qu'un site. C'est vrai qu'on s'est dit 3 sites, 3 usages, 3 publics, 3 types de publics. On a des publics qui naviguent entre les 3 sites, on en a quelques-uns. On a beaucoup de notre public, lecture publique, qui n'utilise que Mosaïque, voire qui n'a pas forcément conscience qu'il y a les 2 autres sites. Et par contre, dans la recherche, l'intérêt d'avoir fait un site aussi vraiment dédié à la presse, c'est aussi pour une question d'ergonomie. Parce que, par exemple, l'accès calendaire et la granularité qui descend à la date, c'est quelque chose qui va être difficilement utilisable avec des collections, quand on va verser des manuscrits, de l'iconographie, etc., où là, on va pouvoir mettre dans les facettes la technique. Est-ce que c'est du lavis? Est-ce que c'est à l'encre? Est-ce que c'est au crayon, etc. Et ça nous a permis aussi de faire de proposer des filtres dans le moteur de recherche vraiment précis et adaptés au support. L'inconvénient, c'est que effectivement, ça a divisé le public, ça a éparpillé un peu le public, ça c'est vrai. Ce qui est compliqué aussi, c'est au niveau des forces et des compétences attendues par les bibliothécaires. Éditorialiser la presse ancienne, c'est complètement différent et ça appelle d'autres compétences qu'on n'a pas forcément. Et autant on peut parler d'un manuscrit ou d'une enluminure dans un billet de blog, autant dès qu'on s'attaque aux matériaux presse ancienne, il va falloir documenter, sourcer, proposer une biblio, confronter, etc. Sur le papier, quand on a écrit le projet, on voulait faire un rétro news lorrain. Dans les faits, c'est compliqué. Mais voilà. Et effectivement, peut-être que le choix qu'on va faire dans la prochaine migration sera de rassembler le patrimoine dans un site unique. Il faudra surveiller notre actu. Je ne me présente plus. J'avais 2 questions, peut-être un peu plus techniques, mais vous dites qu'il n'y a pas d'exigence au niveau du marché initial de numérisation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça pose problème en termes de qualité de numérisation, etc. Parce qu'il y a quand même des documents, on le voit là, où il y a des écritures qui sont tout petites. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là? Et puis, pour rebondir sur Gallica, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi des collectivités, de vos financeurs, de dire tout est maintenant sur Gallica, le stockage ça coûte cher, et on va malheureusement arrêter ça. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité-là aussi? Alors au niveau de la technique, non, en fait, c'est le cahier des charges. Oui, enfin, on a le même niveau d'exigence, on se base quand même sur les référentiels de la BNF, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je disais, c'est qu'en fait, on n'a pas de marché commun. Chacun gère à son niveau ce qui est l'arborescence de ses fichiers. Et voilà, en fait, c'est à ce niveau-là que c'est différent. Après, au niveau des référentiels de numérisation, non, ça c'est commun. Par rapport à votre deuxième question, non, pour le moment, on n'a pas. Pour nous, c'est vraiment complémentaire de travailler avec Gallica. Et au contraire, c'est même un atout parce que moi, si je prends mon cas personnel à Metz, j'ai pas du tout de système de sauvegarde pérenne. J'ai du mal à en obtenir. Et donc, je suis très contente que mes fichiers soient dans Spar et d'avoir cette solution. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment complémentaire. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est de négocier les financements pour les améliorations, puisque je pense que côté financeurs locaux, on se dit bon, le site c'est bien, il roule, voilà, on va mettre l'argent, investir effectivement ailleurs. Donc c'est vrai que c'est une sécurité d'avoir l'archivage côté Gallica, et charge à nous maintenant de leur proposer, et c'est l'optique aussi de la migration, de proposer des solutions pour continuer à améliorer les sites. Qui doivent être revus parce qu'ils ont déjà 10 ans, donc c'est déjà très très vieux, et proposer des solutions qui seraient plus économiques et plus souples. Ouais.